C'est au Paraïs, une maison dominant Manosque et la plaine de la Durance, achetée en 1930, que Jean Giono a écrit l'essentiel de son œuvre. Du jardin au bureau-bibliothèque, niché au dernier étage, en passant par la cuisine, la salle à manger et la chambre à coucher où l'écrivain s'est éteint en 1970, rien n'a changé. Tout respire encore la présence de Jean Giono, jusqu'à l'odeur du tabac qu'il fumait en composant ses phrases, il y a plus d'un demi-siècle. Propriété de la ville de Manosque, qui en a confié la gestion à l'agglomération Durance-Luberon-Verdon, le Paraïs doit faire l'objet d'importants travaux de rénovation en 2024. Ils ont pour objectif de préserver l'inestimable patrimoine culturel qu'il recèle et garantir une visite sécurisée à tous ceux qui viennent découvrir l'endroit où sont nés quelques-uns des plus beaux romans de la littérature française. Dans cet entretien réalisé au Paraïs, Sandra Faure, vice-présidente de l'agglomération Durance-Luberon-Verdon, déléguée à la culture, détaille les travaux à venir. Elle parle également de l'appel aux dons lancé pour soutenir le financement de cette nécessaire cure de jouvence et confirme l'attachement sans faille de Manosque et de ses habitants à l'illustre écrivain basalpin. Je suis Sandra Faure, je suis conseillère municipale à la ville de Manosque et vice-présidente déléguée à la culture de l'agglomération Durance-Luberon-Verdon. Le fait d'être déléguée à la culture, pour moi, le premier enjeu, c'est de valoriser les biens qu'on peut avoir sur le territoire. Les biens et les personnes, j'allais dire. Et notamment un écrivain aussi célèbre que Jean Giono, qui est une figure évidemment emblématique de la ville de Manosque et de l'agglomération. Nous sommes donc au Paraïs, et le Paraïs, c'est la maison de Giono. C'est sa maison de vie et sa maison d'écriture, ce qui en fait sa particularité, parce que en général, les maisons d'illustres n'étaient pas forcément des lieux de vie ou pas forcément des lieux d'écriture, et celle-ci était les deux. Elle appartient à la ville et c'est l'agglomération qui en a la gestion. Jean Giono, c'est un écrivain qui a une notoriété mondiale. Il faut savoir que ses livres ont été publiés dans près de 80 pays. C'est une personne aussi, j'allais dire, qui est d'actualité, parce que les sujets qu'il traitait sont vraiment des sujets modernes. On a pu encore s'en rendre compte quand on a eu la pandémie. Ça a été le premier à traiter du choléra, justement, avec le cerf sur le toit, par exemple. Et ça répondait tellement bien à l'actualité. Et aussi tout le rapport qu'on peut avoir maintenant dans la protection de la nature. C'était un écologiste avant-gardiste et on le retrouve dans toutes ses œuvres. C'est un lieu, j'avais envie de dire de recueillement, mais non, ça serait peut-être pas... Enfin, je voudrais pas qu'on le restreigne à ça, mais c'est le lieu qui représente le mieux l'écrivain, je pense. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est le lieu où il a vécu et c'est le lieu où il a écrit. Et du coup, il y avait une phrase très belle que j'aurais aimé dire de Giono. Il parle de sa maison avec amour. Voilà ma maison. Je ne me suis pas servie de cette maison dans mes livres, mais elle y a son rôle, puisque c'est dans cette maison que je les ai presque tous écrits. Et je trouve que c'est un très beau résumé de ce que peut représenter le Paraïs. C'était un lieu qu'il affectionnait particulièrement. Il n'avait absolument pas envie de le quitter et d'aller travailler comme beaucoup d'écrivains le faisaient à l'époque sur Paris, par exemple. Et je pense que c'était un lieu qui était inspirant. Il avait aussi besoin d'avoir sa famille à proximité. Et c'est ce qui marque aussi justement son amour pour la ville et son amour pour le territoire. Il était bien là où il vivait. Cette maison est restée vivante. 50 ans après la mort de Giono, elle est intacte. Elle est l'une des rares maisons d'écrivains où on a la totalité des collections qui sont présentes sur le lieu. Et en même temps, c'est un lieu où même après la mort de Jean Giono, la famille a continué à y vivre. La municipalité en a fait l'acquisition en 2016, mais en 1983, elle est devenue aussi le siège de l'association des Amis Jean Giono que sa fille Aline avait créée. Et derrière, ça a toujours été justement un lieu de rassemblement,
Chaque année, l'association, justement, organise les journées Jono début août, et où se retrouvent des universitaires, où il y a des conférences. Donc, c'est toujours un lieu de vie. Et c'est absolument ça que nous souhaitons garder en la réhabilitant dans un premier temps, et aussi en même temps en aménageant un nouveau lieu qui permettra justement de créer un lieu de médiation et de pouvoir accueillir un public encore plus large. Donc voilà, on est vraiment dans cette optique-là. Ce patrimoine-là, justement, qui est tellement précieux et demande tellement d'attention, est géré par le centre Giono, le centre Jean Giono, qui fait partie intégrante du service culturel de l'agglomération. Et du coup, justement, on a des agents qui sont en charge uniquement de la visite du bâtiment, de son entretien. Et voilà, on avait à cœur que des personnes y soient entièrement dédiées. Hormis quelques mois en hiver, pour des questions pratiques, on va dire. Mais sinon, oui, évidemment, les visites se font du mois d'avril au mois d'octobre à peu près. Et elles se font régulièrement. Alors, c'est par petites jauges parce que la maison ne permet pas d'avoir des visites, puis pour des questions de sécurité aussi, évidemment. Donc, voilà. Mais oui, elle est visitable une grande partie de l'année. Alors, l'appel aux dons est fait pour justement permettre d'obtenir un petit peu plus d'argent pour la réhabilitation de la maison, et aussi la création d'un site d'accueil et l'aménagement des jardins supérieurs pour pouvoir justement permettre encore un peu plus de public à découvrir ce lieu magnifique et retrouver la maison telle que Giono l'a connue. Ça, c'était vraiment le but premier, c'était de permettre aux gens de retrouver la maison telle que Giono l'a connue, telle que Giono y a vécu. On a aussi évidemment l'aide de l'État. On a la région et le département, la municipalité et nous-mêmes l'agglomération qui participons à tout ça. C'est une grosse enveloppe. Le montant total, il est de 2 145 000 €. Donc oui, c'est une très belle enveloppe. Alors, dans la maison à proprement parler, ça va être surtout une remise aux normes. On aimerait que le lieu devienne ERP, c'est important pour nous. Ça veut dire qu'il est en capacité d'accueillir du public. Voilà, à plus grande échelle que ce qu'il est justement, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, une jauge qui est très limitée pour une question aussi d'accessibilité. Donc là, voilà, en faisant la réhabilitation, notamment des jardins, on va pouvoir accueillir plus de personnes possible. Et la maison, ça sera justement de retrouver la maison donc, telle qu'elle était lorsque Giono y vivait. Donc au niveau de la réhabilitation, donc oui, la bibliothèque va rester là où elle se trouve, et on va juste améliorer les conditions thermiques, j'allais dire, notamment au niveau des fenêtres, par exemple, qui sont en simple vitrage, et on va les doubler. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de gros écarts de température tout au long de l'année, mais les livres resteront où ils sont dans de bonnes conditions. Sylvie Giono est toujours la bienvenue lorsque nous avons des réunions de travail ou ne serait-ce que sur la présentation du projet. On tient compte autant que possible de son avis dans la mesure où on peut les réaliser. Mais bien sûr, c'est une personne qui est importante. Elle vient assez régulièrement, et notamment quand il y a des événements. Là, prochainement, donc on va avoir les journées Giono, et elle sera là tous les jours, je pense. Alors, dans un premier temps, vu la grandeur du projet à venir, je vous avoue que pour l'instant, ça va être notre objectif, ça va être celui-là. Et le but premier de ce projet, c'est justement agrandir encore plus la notoriété de Giono en permettant à encore plus de monde de venir découvrir l'écrivain. Donc voilà, je pense que
C'est un beau projet territorial. C'est un projet qui s'inscrit aussi dans l'idée qu'on va avoir de la littérature sur notre territoire, parce qu'on a cette chance d'avoir de nombreux écrivains, certains disparus, d'autres encore vivants, mais on est un lieu d'écriture, c'est indéniable. Et on a un très beau festival, les correspondances, qui est en septembre. Ne serait-ce que sur le département, je pense aussi à la maison d'Alexandra Davin-Aladine. Donc tout ça fait que justement c'est important pour le territoire, c'est important pour l'agglomération et pour la ville de Manosque de pouvoir continuer à promouvoir l'œuvre de Giono et par ce projet-là de réhabilitation, d'aménagement des jardins avec ce lieu d'accueil, on espère justement pouvoir encore agrandir et pouvoir accueillir les passionnés de Giono et ceux qui ne le sont pas encore pour faire découvrir l'auteur. Partons maintenant à la découverte du Paraïs avec Caroline et Tessa, médiatrices culturelles du centre Jean Giono en charge des visites de cette illustre maison, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Pièce après pièce, elles vont nous guider sur les traces de l'écrivain, dans cette bâtisse lumineuse et inspirante, devenue la matrice d'une œuvre magistrale. Caroline, donc je travaille au centre Jean Giono et on est sur de multiples missions dans ce service. Donc en fait le centre Giono c'est sur 2 lieux. Il y a à la fois l'exposition permanente qui est aux 3 boulevards Élémir-Bourges et il y a aussi donc le Paraïs où on fait les visites guidées de la maison de Jean Giono. Je m'appelle Tessa, je suis aussi médiatrice culturelle ici au centre Jean Giono et comme ma collègue Caroline, on assure la présentation des deux sites, que ce soit le Paraïs ou le centre Jean Giono qui parlent tous les deux de l'auteur manosquin. Alors en fait on commence par accueillir les personnes dans le jardin. C'est le temps d'introduction où on présente la vie de Jean Giono jusqu'à ce qu'il arrive ici en 1930. Donc on récapitule un petit peu sa vie de 1895 à 1930. Et c'est donc après la transition pour visiter la maison elle-même et raconter cette période de vie de 40 ans dans ce lieu. Alors on va présenter d'abord la cuisine. Et puis on va déambuler de pièce en pièce, donc cuisine, salon séjour, on visitera également sa bibliothèque qui se trouve au rez-de-chaussée, et puis commence en fait le marathon des bureaux, on fait tous les bureaux, on en visite 3 sur 4, pour finir évidemment finalement dans le plus beau bureau entre guillemets, c'est celui on l'appelle le sanctuaire, mais c'est le bureau reconstitué, il a quasiment pas bougé, en tout cas comme le reste de la maison, mais celui-ci il a une essence particulière, et les gens le ressentent. Ben ça finit par nous imprégner en fait. Enfin, moi, ça m'a fait cette impression que finalement Jean Giono, c'était quelqu'un que je connaissais, alors que c'est juste c'est de la médiation, mais oui, il y a cet effet-là, comme si on le connaissait un petit peu, à force de le présenter, d'étudier ses œuvres, sa vie, et d'être aussi dans son lieu de vie. On dirait qu'il est là. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai l'impression... Ça fait comme un espace, une bulle temporelle, où on a l'impression qu'il est avec nous, et qu'il va rentrer dans une pièce et venir discuter avec les gens. Et c'est ça qui est assez impressionnant dans cette maison-là, c'est que comme on est dans le jus, on a l'impression qu'elle n'a pas bougé depuis qu'il est décédé en 70, on a l'impression qu'il va venir nous parler, nous raconter des histoires, nous raconter des contes, nous faire des plaisanteries. On a l'impression vraiment de le connaître et on va chez quelqu'un qu'on apprécie, un ami finalement. Le tabac, c'est assez impressionnant, parce que plus personne ne fume depuis l'époque de Jean Giono. Donc ça, c'est assez surprenant. Mais c'est vrai, ça sent très fort le tabac. Donc il y en a qui sont en totale découverte et qui ne savent rien de Jean Giono, donc c'est par curiosité. Il y en a beaucoup qui ont lu certaines de ses œuvres et qui viennent pour découvrir sa vie, pour connaître les coulisses de la création. Voilà, il y a divers publics, il y en a qui sont vraiment calés dans la connaissance de Jean Giono et qui viennent des 4 coins de France.
Moi, j'ai fait des visites d'un groupe d'Australiens en anglais. C'est pas évident à faire parce qu'il faut traduire tous les titres en anglais. Ils n'ont pas été tout traduits en anglais. On en fait un petit peu, mais comparé à la demande française, on a des Belges, on a des Suisses. En tout cas, la demande francophone, la demande étrangère est un peu moindre. Mais Giono est extrêmement populaire dans le reste du monde, notamment en Allemagne. Hein. On a déjà eu des groupes allemands où le guide, il traduisait tout ce que... Je crois que c'était avec Caroline, et il traduisait tout ce qu'elle disait plus ou moins en allemand pour que le reste du groupe comprenne. C'était... voilà. C'est globalement des personnes à partir de 55 ans, souvent. C'est souvent ce public qu'on a. Après, on est, cette année, on a plus développé avec les scolaires. Donc on a quand même eu pas mal de classes de Manosque qui sont venues découvrir l'écrivain. Donc. Les gens, ils aiment bien partir avec un livre qui ne sont pas très chers, donc c'est assez accessible. Et c'est comme s'ils partaient avec un bout du Paraïs, finalement. Ils se sont dit, je l'ai acheté là où Giono les a écrits. Et je pense qu'il y a une symbolique qui est importante. Et donc oui, on en vend quand même pas mal. Bon, c'est souvent les mêmes titres. Hein. Colline se vend extrêmement bien. Ça dépend en fait les œuvres duquel on parle. Je sais que Caroline, tu parles beaucoup de Jean Le Bleu, je crois. Jean Le Bleu, Noé, parce que ce sont des romans autobiographiques. Donc j'aime bien les mettre en valeur dans la visite. Et donc elle les vend davantage que moi qui vais davantage vendre des Naissances de l'Odyssée, puisque c'est un de mes favoris. Donc ouais, les gens partent avec des livres, souvent. Je le suis devenue. J'en avais lu peut-être 4 avant de venir. Donc voilà, c'est pas ce qu'on appelle spécialiste de Jean Giono. Mais au fur et à mesure, donc j'en lis pour toujours davantage le connaître. Non, moi je pense que j'en avais jamais lu. Je suis pas très loin des études et dans les études on l'a jamais étudié hein, finalement. Après je connaissais bien sûr l'auteur en lui-même, mais c'est vraiment ici que je me suis imprégnée de l'auteur et de sa façon particulière qu'il a d'écrire. Moi c'est les bureaux. Voilà, c'est ça qui me... Parce qu'il y a ces objets familiers et c'est des objets qui ont été des supports pour son imaginaire. Et donc là, j'ai l'impression de rentrer davantage dans son monde, dans les bureaux. Et la bibliothèque aussi, avec toute sa collection de livres qui a été sa ressource, enfin une de ses ressources pour écrire, quoi. Moi, je pense que c'est le dernier bureau qu'on fait visiter, celui qui est sous les combles. Il y a cette odeur qui est si particulière et je ne sais pas comment le décrire, il y a quelque chose dans cette pièce-là. On sait qu'il y a un petit dessin d'enfant sur le papier buvard, donc il y a tous ces objets, ces plumes, il y a l'odeur, encore une fois, c'est une pièce qui est assez impressionnante, et puis ces livres qui montent jusqu'au plafond, il y a une vraie ambiance, c'est un peu mystique comme lui finalement, et moi c'est cette pièce que j'aime beaucoup. Et elle est très agréable aussi dans le silence. Parce qu'on a fait des ateliers d'écriture où on est dans le silence dans cette pièce-là et on entend en fait tout l'extérieur, mais c'est comme si ça fait une bulle encore une fois et c'est assez impressionnant. Oui, il y en a un qui s'appelle Le Paraïs imaginaire et en fait c'est une invitation à ce que les personnes racontent ce qu'elles ont perçu de l'endroit. Et donc en fait après, une fois qu'elles ont écrit, finalement elles font leur propre visite qu'elles nous partagent. Et donc, c'est pas une visite avec des dates, avec les connaissances que nous, on a acquises. C'est une visite d'impression, en fait. Et il y en a un second qu'on a monté, mais qui n'a pas été encore expérimenté. C'est raconter le Paraïs sous forme de conte. C'est-à-dire prendre cette maison-là et inventer un conte tout autour de cette maison, tout en lisant peut-être des textes de Giono et puis d'autres contes. Pour notamment Les Mille et Nuits, qui sont des contes qu'il a énormément lus. Donc on est en train de monter différents ateliers sympathiques autour de Giono et l'écriture. On a des formations tous très très différentes, hein, mais on vient tous de la culture, ou du patrimoine, ou des lettres, ou des livres en tout cas. On n'est pas des mathématiciennes hein, en règle générale, on vient quand même de la littérature. J'ai eu un monsieur qui a versé, monsieur et une dame, c'était le même jour, qui ont versé une petite larme dans le dernier bureau. Il y avait le monsieur qui avait installé l'électricité qui est au-dessus de nous. Il était là à l'époque, il avait 18 ans.
Et il en avait, je vous laisse imaginer l'âge qu'il a. Il était hyper touchant. Et il avait les yeux larmoyants, c'était touchant. Alors, c'est pas forcément une question particulière, mais il y a des émotions parfois qui nous envahissent. Et moi, je connais des personnes qui sont venues vivre dans le département parce qu'ils ont lu Jean Giono. Donc, il y a quand même une influence sur des lecteurs au point qu'ils viennent vivre ici. Il mérite de retrouver la popularité qu'il avait à l'époque. On l'a oublié un petit peu, cet auteur-là. Même ici, vous demandez à quelqu'un d'assez jeune, on a oublié. C'est un collège maintenant, Jean Giono, ça parle plus tant que ça. Donc moi, je trouve qu'il mérite qu'on parle plus de lui, qu'on le reconnaisse davantage. Parce que c'est un auteur qui est phénoménal. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.